Imaginons la scène 2 petites secondes. On va frapper à la porte de son voisin pour lui demander une petite faveur immédiate. Ouais, une urgence. Voilà, une urgence, genre on a besoin de son aide pour sortir un ami commun d'un mauvais pas. Mais avant même d'avoir pu franchir le seuil de sa maison, le voisin, il nous arrête net. Il bloque la porte. C'est ça, il nous tend une immense pile de dossiers hyper poussiéreux, des factures impayées depuis 30 ans, des litiges de propriété qu'on n'a jamais réglés. Et là, il nous regarde droit dans les yeux et il dit on règle tout ça d'abord, au centime près, ou ton ami, il reste là où il est. C'est d'une brutalité assez folle. Complètement brutal, ouais. Et surtout inattendu. Eh bien, c'est très exactement la dynamique qui est en train de se jouer, mais à l'échelle géopolitique entre la France et l'Algérie. C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui en plongeant dans notre source. Et c'est une dynamique qui prend totalement à rebours tout ce qu'on a l'habitude de voir en diplomatie classique, tu sais. Normalement, on s'attend à un langage très feutré. Ouais, les petits fours, les sourires de façade. Exactement. Des compromis très discrets où les vraies tensions, elles sont soigneusement balayées sous le tapis, juste pour sauver les apparences. Mais ici, le tapis, il a été purement et simplement retiré. Mais avant de disséquer toute la mécanique de ce bouleversement, je veux juste qu'on pose un cadre très clair pour ceux qui nous écoutent. La source principale qu'on analyse aujourd'hui, c'est un document géopolitique qui s'intitule le texte collé. Un texte très dense d'ailleurs. Hyper dense, et il aborde des sujets politiques, judiciaires, diplomatiques qui sont par nature extrêmement sensibles. Et chargé d'un bagage historique vraiment très lourd, il faut le rappeler. Totalement. Donc notre mission ici, et je vais être très claire là-dessus en tant qu'animatrice, ce n'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points, ni de prendre parti pour une nation ou une autre. L'objectif, c'est vraiment d'analyser de manière totalement impartiale les faits, les arguments et la perspective très précise qui est présentée dans ce texte-là. C'est un principe essentiel en fait quand on analyse la diplomatie. Chaque document stratégique, c'est comme une lentille à travers laquelle un acteur perçoit l'équilibre des forces. Notre boulot, c'est d'étudier cette lentille et pour comprendre comment les rouages s'emboîtent. Sans valider politiquement la position de l'un ou de l'autre, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ok, alors décortiquons tout ça. Le point de départ, l'étincelle qui allume vraiment la mèche, dans notre source, c'est une visite prévue du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, en Algérie. Et déjà là, il y a un message. Mais sur le papier, si je lis juste, je sais pas, le titre d'une dépêche, je me dis, bon, un ministre de la Justice visite un pays partenaire, ils vont signer 2 ou 3 accords de coopération, c'est la routine absolue. Et c'est là qu'il faut vraiment regarder sous la surface. Le texte indique très clairement que ce déplacement, il n'a rien d'une visite de courtoisie, pas du tout. Il ouvre un dossier qu'on pourrait même qualifier de radioactif en fait. Radioactif, ouais. Carrément. Ouais. La coopération judiciaire, dans ce contexte, c'est brûlant. Et le ton, il est donné dès les toutes premières lignes du texte. La diplomatie algérienne ne reçoit pas ce ministre dans une position d'attente. Ou de demande, genre s'il vous plaît, aidez-nous. C'est ça. Elle impose ses propres conditions préalables. Et ça, depuis une position de force qui tranche, mais radicalement avec les décennies précédentes. Mais pourquoi maintenant? Enfin, je veux dire, j'ai cherché dans le texte le déclencheur immédiat de cette visite en particulier. Et c'est là que ça devient concret. Le prétexte immédiat du côté français, ce qui motive ce voyage en urgence, c'est de discuter du cas d'un journaliste français. Un ressortissant qui est actuellement emprisonné en Algérie. Oui, accusé, selon le document, je cite, d'apologie du terrorisme. Donc, la France arrive avec un objectif super ciblé, ils viennent négocier le sort de ce journaliste, et c'est là que je suis un peu confuse. En temps normal, la France, elle aurait juste passé quelques coups de fil discrets, non? En temps normal, oui. Ils auraient proposé un échange de bons procédés, et puis l'affaire, elle se serait réglée en coulisses, tout simplement. En effet, c'était le modèle dominant pendant très longtemps, pendant des décennies même. Ce genre d'incident, ça relevait de ce qu'on appelle la diplomatie transactionnelle de court terme. La diplomatie transactionnelle, ok, c'est-à-dire? En gros, un pays demande une faveur ponctuelle. Il offre une petite concession en retour, tu vois, un contrat, un visa, peu importe, et on passe à autre chose pour préserver la relation globale. Mais la lecture de ce texte, elle nous montre que ce modèle est complètement brisé. Ah ouais, l'Algérie refuse de jouer le jeu, en fait. Catégoriquement, elle ferme la porte à toute discussion qui se limiterait à un simple marchandage autour de ce journaliste. Donc, si je reprends mon analogie du voisin de tout à l'heure, la France vient demander pour son ami, et l'Algérie, elle sort les fameuses vieilles factures. Mais de quoi on parle exactement là? Des dossiers très lourds. Très grandiloquent, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'ils exigent?
Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la manière dont le gouvernement algérien utilise l'urgence française. Il crée un véritable goulot d'étranglement diplomatique. Il ne demande pas des excuses publiques, tu vois, ou des belles déclarations d'amitié à la télévision. Non, ça c'est du passé. Voilà. Ils font de l'ingénierie juridique. C'est ce qu'on appelle parfois dans le jargon du lawfare, la guerre par le droit. Le texte détaille deux exigences qui sont massives. Vas-y, je t'écoute. La première, c'est l'activation immédiate et concrète de mandats d'arrêt internationaux Contre qui? contre des individus spécifiques qui sont recherchés par la justice algérienne et qui vivent actuellement sur le sol français. Et la seconde exigence, c'est la restitution de ce que la source appelle des fonds pillés. Des fonds pillés. On parle de gros montants, hein? On parle de sommes colossales qui, selon le texte, dormiraient dans les coffres de banques françaises. Mais attends, arrêtons-nous là-dessus une petite seconde parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne le mécanisme, ceux qui nous écoutent et moi. Comment ça marche de geler des fonds ou d'extrader des gens à ce niveau-là? C'est pas une mince affaire. Ah non, ce n'est pas juste le président français qui claque des doigts et qui dit OK, renvoyez l'argent, si. La justice a son mot à dire. Pas du tout. Et c'est justement là que réside le piège stratégique qui a été mis en place par Alger. Demander l'exécution d'un mandat d'arrêt international ou le rapatriement de fonds bancaires, ça force l'appareil judiciaire et financier français à s'aligner sur les décisions de la justice algérienne. Ah, je vois, ça oblige la France à bosser pour eux, en fait. Exactement. Cela implique des procédures judiciaires hyper complexes en France, des validations par des juges français, des enquêtes financières interminables pour tracer cet argent. Parce que l'argent, j'imagine qu'il n'est pas sur un compte courant avec écrit fonds pilés dessus. Il doit être caché dans des montages immobiliers, des sociétés écrans, des trucs comme ça. C'est souvent très bien caché, oui. Et en exigeant cela, l'Algérie, en fait, elle ne demande pas une faveur politique, elle exige carrément que la France reconnaisse et exécute la souveraineté juridique algérienne, mais sur son propre territoire. C'est un truc de fou, c'est une inversion totale des rôles. Historiquement, enfin, on a plutôt l'habitude de voir les pays occidentaux exiger des pays du Sud qu'ils réforment leur justice, tu sais, ou qu'ils gèlent des avoirs pour se conformer aux standards du Nord. C'était la norme, oui. L'Occident dictait les règles. Et là, l'Algérie dit, voici nos standards, appliquez-les chez vous. C'est le cœur du basculement, très clairement. L'asymétrie classique, celle où l'ancienne puissance coloniale fixe les règles du jeu diplomatique sans qu'on puisse discuter, elle est balayée. Et c'est ce qui explique la réaction de Paris d'ailleurs. La réaction de Paris qui, si j'en crois le texte, frôle vraiment la panique institutionnelle, quoi. Oui, on sent une vraie fébrilité. Mais justement, comment l'Élysée réagit face à ce mur juridique? Parce que s'ils se font recadrer comme ça, si on leur dit pas de discussion pour le journaliste sans l'argent et sans les extraditions, ils pourraient juste se dire très bien, gardez-le, on s'en va, tu vois, couper les ponts. Il pourrait, mais d'après la source, c'est tout l'inverse qui se produit. Ouais, il y a un défilé ininterrompu de ministres français à Alger, j'ai noté ça. On parle du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et même du ministre des Armées. Ouais, et ça, il faut vraiment le décoder pour comprendre ce que ça signifie en langage diplomatique. En sciences politiques, on appelle ça le déplacement de l'appareil régalien. L'appareil régalien, c'est-à-dire le cœur du pouvoir de l'État? C'est ça. L'intérieur, la défense, les affaires étrangères, ce sont les trois piliers de la survie et de la souveraineté d'un État. Quand tu envoies ces trois ministères spécifiques à la suite, chez un partenaire, ce n'est plus du tout de la diplomatie de routine. C'est un appel à l'aide. C'est une reconnaissance tacite que ce partenaire, il détient les clés de ta propre sécurité régionale et intérieure. Paris réalise qu'il est strictement impossible de contourner l'Algérie. Que ce soit sur les questions migratoires, j'imagine? Oui, sur le contrôle migratoire, sur la lutte antiterroriste au Sahel, ou même sur l'accès économique. Mais ce qui m'a vraiment fait sursauter dans mes notes quand je lisais le texte, ce n'est pas seulement qui voyage, c'est qui ne voyage plus. Ah oui, le fameux remaniement des interlocuteurs. Mais c'est dingue, la source affirme que Paris a été contrainte de changer ses visages diplomatiques. Des ministres et des hauts fonctionnaires français qui avaient des positions jugées trop anti-algériennes, ils ont été discrètement écartés des négociations. Mis sur la touche, oui. La France est littéralement en train de modifier son propre casting gouvernemental pour trouver des gens qui ne froisseront pas Alger. Je trouve ça quand même incroyable de voir un État étranger avoir un tel droit de regard indirect sur la composition d'un gouvernement partenaire. C'est vrai que c'est frappant. Mais c'est l'un des indicateurs de puissance les plus fiables en diplomatie, tu sais, la capacité de dicter ce qu'on appelle le seuil de tolérance politique de l'autre.
Le seuil de tolérance politique, d'accord. Si l'Algérie peut signifier à la France que tel ou tel diplomate est persona non grata, et que la France obtempère en cherchant de nouveaux visages juste pour apaiser la situation, cela prouve que la relation de subordination a totalement disparu. La France a davantage besoin que la porte reste ouverte, en gros, que l'Algérie n'a besoin de la franchir. C'est exactement le résumé de la situation actuelle. Bon, je vais me faire l'avocate du diable une minute. Je t'en prie. Quand je lis qu'LG dit, basiquement, donnez-nous nos fugitifs et rendez-nous notre argent, sinon votre journaliste reste dans une cellule. Moi, ça me fait furieusement penser à une prise d'otage diplomatique. Est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à un immense chantage judiciaire à l'échelle de l'État? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la ligne de crête de l'analyse géopolitique ici. Mais la source que nous étudions, elle repousse vigoureusement cette idée de chantage. Le texte martèle un principe central, c'est l'indépendance de la justice algérienne. L'indépendance de la justice, donc ils disent qu'ils ne contrôlent pas le sort du journaliste. Du point de vue d'Alger, il n'y a aucun lien de marchandage direct. Le journaliste français, il a enfreint une loi algérienne sur l'apologie du terrorisme. Il est donc jugé par des tribunaux algériens souverains, un point c'est tout. Et le pouvoir politique algérien affirme mordicus qu'il n'interférera pas dans ce processus judiciaire. D'accord, je veux bien entendre ça. Mais en même temps, le texte dit bien que la situation du journaliste est conditionnée par des, je cite, indicateurs positifs et concrets venant de la France sur ces fameux dossiers d'extradition. Ce n'est pas un tout petit peu contradictoire de dire ça? Ça en m'a l'air, mais en réalité, c'est une manière très très sophistiquée d'utiliser la séparation des pouvoirs comme un bouclier diplomatique. Comment ça? En gros, l'exécutif algérien dit à l'exécutif français: nous, on ne peut pas tordre le bras de nos juges pour libérer votre citoyen, car nous sommes un État de droit. Ok, le grand classique. En revanche, si vous, la France, vous montrez de la bonne volonté en exécutant nos mandats d'arrêt chez vous, cela créera un climat de confiance global. Un climat de confiance. Et ce climat de confiance, par ricochet, pourrait permettre d'explorer des solutions légales, ou peut-être même des grâces présidentielles plus tard. Tu vois la subtilité? Ah ouais, c'est une mise à l'épreuve pure et simple de la volonté politique française, mais c'est emballé bien proprement dans le respect strict des procédures légales. Exactement. C'est du grand art diplomatique. Si je résume un peu, ils ont pris le manuel de procédure du droit international que l'Occident a écrit et ils frappent la France avec. C'est une très bonne image. Mais attends, il y a quand même un truc qui m'échappe dans tout ça. Si l'Algérie se montre aussi intransigeante, aussi dure et inflexible avec Paris, le coût économique et diplomatique, il doit être juste énorme pour eux. Pourquoi tu dis ça? Historiquement, la France, c'est un partenaire majeur pour l'Algérie. Les échanges, les visas, tout ça. Comment ils peuvent se permettre de fermer la porte à double tour et de prendre ce risque énorme de s'isoler économiquement de l'Occident? Et c'est exactement là qu'il faut élargir notre focale, parce que le texte nous donne la clé de cette audace incroyable. L'Algérie, en fait, ne prend absolument aucun risque d'isolement. Aucun risque, Comment c'est possible? parce que le monopole diplomatique français n'existe plus. Tout simplement. Ah! Pensez-y comme à une chaîne d'approvisionnement, en fait. Pendant des décennies, la France, c'était un peu le fournisseur presque exclusif de l'Algérie pour son accès diplomatique et économique aux marchés occidentaux. Un véritable monopole de fait, oui. Et si le fournisseur principal coupait les ponts, le client était asphyxié. Mais aujourd'hui, d'après nos sources, l'Algérie, elle a ouvert un appel d'offres mondial. Elle n'est plus du tout coincée avec ce seul fournisseur français. C'est une métaphore parfaite. Et le texte cite un nouveau fournisseur majeur, pour reprendre tes termes, qui vient complètement disrupter le marché. C'est qui, hein? Washington, les États-Unis. Le document mentionne un rapprochement stratégique et sécuritaire croissant entre l'Algérie et Washington. Les États-Unis et l'Algérie, c'est pas forcément une alliance à laquelle on pense spontanément. Non, mais pour comprendre les mécanismes de ce pivot stratégique, il faut vraiment regarder la carte géographique. L'Algérie, c'est la plus grande puissance militaire de toute l'Afrique du Nord. Oui, ils ont une armée énorme. Et surtout, géographiquement, le pays est situé juste au-dessus du Sahel. Et le Sahel, c'est cette immense bande semi-aride qui traverse l'Afrique et qui est actuellement totalement ravagée par les insurrections, le terrorisme et l'instabilité politique. Donc, si je suis la logique géopolitique, les États-Unis regardent le Sahel, ils voient le chaos total qui s'y installe et ils cherchent désespérément un partenaire solide pour stabiliser la région. Et ils regardent la carte et ils voient l'Algérie. C'est exactement ça. Tout à fait. Pour Washington, l'Algérie est devenue l'ancre de stabilité indispensable dans une région qui est volcanique. Les Américains, ils ont besoin du renseignement algérien,
qui est réputé très efficace. Très efficace, oui. Ils ont besoin de leur armée et de leur influence diplomatique locale pour contenir les crises sahéliennes. Et cela, ça confère à Alger un capital géopolitique massif sur la scène mondiale. Elle pour exister sur la scène internationale. C'est mathématique. La France devient une option parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final pour la relation bilatérale? La relation entre Paris et Alger, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'on assiste sous nos yeux à un divorce définitif? Si l'on relie tous les fils de ce texte, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, ce n'est pas un divorce, c'est la fin d'une illusion. L'Algérie ne coupe pas les ponts avec la France, elle la déclasse. Elle la déclasse. Le mot est fort. Mais juste, elle ramène la France au simple rang de partenaire parmi d'autres partenaires, en diversifiant ses alliances avec Washington sur le plan sécuritaire et peut-être avec d'autres puissances comme la Chine sur le plan économique. L'Algérie s'assure qu'aucune pression de Paris ne pourra jamais la faire plier. C'est l'essence même de la nouvelle multipolarité, en fait. Multiplier les options pour maximiser sa propre souveraineté. C'est exactement le concept. Et c'est là que cette analyse, elle prend tout son sens pour notre auditoire, même pour ceux qui ne suivent pas la politique nord-africaine tous les jours au petit déjeuner. Parce qu'on est parti de quoi au début? D'une anecdote presque invisible. Un journaliste arrêté. Ah, voilà, un journaliste et un ministre qui prend l'avion en urgence. Et en tirant sur ce petit fil-là, on a découvert un véritable manuel de survie géopolitique. Ce que l'Algérie est en train de faire avec la France, utiliser le droit international comme levier, exiger le rapatriement des richesses et diversifier ses alliances militaires pour casser un monopole historique, c'est ni plus ni moins que le nouveau mode d'emploi du Sud global. Exactement. Enfin, je dirais même que c'est bien plus profond qu'une simple tendance régionale, tu sais. Ce que démontre ce texte collé, c'est que l'ère où les anciennes puissances pouvaient dicter tout l'agenda politique par la seule menace économique, c'est révolu. Fini. Terminé. L'information circule hyper vite, les marchés sont devenus globaux, et les puissances régionales savent aujourd'hui mettre en concurrence les superpuissances entre elles. Ce pragmatisme très froid, cette réelle politique totalement désinhibée, c'est devenu la norme absolue du XXIe siècle. C'est une leçon magistrale de construction de souveraineté, pour le coup. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question que je veux laisser en suspens pour vous tous qui avez suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui. La question à 1 million. Ouais. En observant ce changement radical de posture, on ne peut pas s'empêcher de penser à la fameuse théorie des dominos. Si ce modèle algérien de diversification des alliances fonctionne si bien, s'il permet effectivement à un pays d'exiger le gel de fonds et des extraditions auprès d'une ancienne puissance coloniale sans subir de représailles fatales, verrons-nous bientôt d'autres nations, En Afrique, en Amérique latine par exemple? oui, ou en Asie, vont-elles utiliser très exactement ce même manuel de stratégie pour récupérer leurs propres ressources historiques et redéfinir une fois pour toutes leur relation avec l'Occident? La brèche est ouverte, reste à voir qui s'y engouffrera ensuite. Sur ce, notre plongée dans les sources d'aujourd'hui s'achève. C'était dense. Très dense. Bonne réflexion à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau dossier. À la prochaine.